Bonjour à toutes et tous. On a la chance aujourd'hui d'avoir Lydia, Denis et Joey pour ce petit temps d'échange sur l'activité physique adaptée, en particulier en cancérologie ORL. C'est quelque chose qu'on évoque assez peu souvent en cancérologie, en particulier ORL, parce que c'est vrai qu'on a souvent plein de contrariétés autres à gérer et on n'en fait pas forcément une priorité de cette activité physique adaptée. Mais aujourd'hui, nos trois experts vont nous donner à voir que l'activité physique adaptée n'est pas anodine et qu'on peut en tirer des bénéfices quand on est malade. Donc, on va commencer aujourd'hui avec Lydia. Lydia, je te laisse te présenter. Tu vas nous parler des bénéfices de l'activité physique adaptée pour les patients et plus précisément ce qu'en dit la science, euh, histoire de donner à voir qu'on ne parle pas de nos propres expériences, mais bien d'expériences partagées et donc plutôt de recherche. Bonjour à tous et puis merci beaucoup pour l'invitation aussi à participer à ce webinaire. L'idée, est-ce que vous voyez bien mon écran? L'idée est de pouvoir présenter les bénéfices de l'APA dans la prise en charge des patients avec des données scientifiques, mais c'est aussi de faire voilà, une présentation aussi interactive pour vous à partir de questions qui sont souvent données par les patients pour essayer de montrer qu'on peut être actif sans forcément non plus être sportif. Moi, je suis chercheuse à l'INSEP. Souvent, les questions que les patients nous posent, c'est nous dire, quand on va voir les patients pour leur dire à quel point c'est positif de faire de l'activité physique, on nous répond souvent, vous savez, moi, le sport, ça date du collège, donc c'est vraiment pas pour moi. Finalement, est-ce qu'on peut être actif sans forcément être sportif? Donc, la première chose aussi à savoir, c'est qu'on a une distinction entre l'activité physique et le sport. Et généralement, on parle plutôt d'activité physique, donc tout ce qui va être du mouvement. Et on peut être actif dans le cadre de sa profession, dans tout ce qui est tâches ménagères qu'on adore tous faire, comme passer l'aspirateur, aussi même peut-être d'autres activités de bricolage. Du jardinage aussi va être considéré comme une activité physique. Tout ce qui va être lié aussi au déplacement, donc prendre le vélo, prendre les escaliers, même si c'est de faire une première partie en ascenseur et une seconde partie avec les escaliers. Donc c'est aussi considéré comme une activité physique. Et ensuite, on a les activités physiques de loisirs dans lesquelles on a tout ce qui est le sport, donc ce qui est vraiment régi par des règles, les règlements. Voilà les grandes catégories. Donc on peut être actif sans forcément être sportif. Et on a deux petites définitions supplémentaires qui sont importantes. C'est tout ce qui est lié à la sédentarité. Donc là, c'est vraiment quand on ne dépense pas plus d'énergie que celle du repos. Donc quand on est plutôt en position assise ou allongée. Et donc ça, c'est vraiment aussi un effet néfaste, c'est-à-dire qu'on peut être actif et même sportif et être aussi sédentaire. Quand on passe toute la journée devant son bureau d'ordinateur et même si on va courir 1 heure le soir, on est quand même considéré comme sédentaire. Et puis ensuite, on dit qu'on est plutôt inactif quand on n'atteint pas les recommandations, mais je reviendrai dessus un petit peu après. Si on en revient un petit peu aux bénéfices de l'activité physique, on a une revue systématique et même un groupement de plusieurs revues scientifiques qui sont dans une expertise collective qui a été faite par l'INSERM, qui a permis de répertorier toutes les études scientifiques et qui a montré que l'activité physique a de nombreux bénéfices. Donc les études ont été principalement faites dans le cancer du sein, avec parfois des qualités d'études assez hétérogènes. En revanche, on a vraiment pu démontrer que l'activité physique à un niveau de preuve donc assez élevé permet de réduire la fatigue des patients, améliore aussi la condition physique, tout ce qui va être lié à la composition corporelle. Donc, on a aussi plus de muscles, on est plus capable de bouger, on a une meilleure capacité, on parle aérobie, donc plus de souffle. On a aussi moins d'effets secondaires des traitements, une meilleure qualité de vie. Et on a des études qui sont un petit peu moins robustes scientifiquement, mais qui ont permis de démontrer que l'activité physique a aussi un impact sur la diminution du risque de récidive et sur la survie.
Et tout ce qui va être lié à des marqueurs biologiques, c'est encore un sujet de recherche qui est en cours, parce qu'on a un petit peu du mal à savoir encore s'il vaut mieux faire quel type d'activité physique faire, à quel moment, quelle est sa fréquence et l'intensité. Donc c'est un grand champ encore exploratoire. Quoi qu'il en soit, quand on regarde spécifiquement pour les patients qui ont des cancers ORL, on a des études qui ont montré que c'est sûr de faire de l'activité physique, c'est faisable, avec aussi une efficacité, principalement sur tout ce qui va être lié au physique, aux capacités fonctionnelles, donc être capable par exemple de porter un sac de course, de se déplacer, et également sur tout ce qui est dimension psychosociale. Et quand on regarde un peu plus maintenant spécifiquement sur les différentes thématiques, donc on a des études qui ont montré que c'était faisable, à la fois quand c'est supervisé, donc avec quelqu'un qui va donner des conseils sur l'activité physique, souvent c'est des enseignants en activité physique adaptée ou des kinésithérapeutes, mais également on peut faire de l'activité physique à domicile avec différents types de programmes, que ce soit en visio ou que ce soit avec aussi un intervenant. On a une bonne adhésion des patients et ensuite, on peut intégrer tous les programmes d'activité physique, que ce soit avant les traitements, pendant ou après. Et donc là aussi, on a un grand champ maintenant d'études qui permettent d'essayer en tout cas d'investiguer à quel point c'est bien de faire de l'activité physique avant, par exemple, une chirurgie ou avant le début des traitements pour que les patients soient dans les meilleures conditions possibles pour avoir l'intégralité de leur dose de traitement et le moins de complications possible. Ensuite, quand on s'intéresse un peu plus maintenant aux effets secondaires, là encore, on a des études qui ont montré que l'activité physique permettrait de réduire la fatigue des patients. Donc ça, c'est l'effet secondaire qui est souvent, pour 90% des patients, qui est le numéro un. Et pourtant, l'activité physique, si on le démarre dès le diagnostic, permettrait de réduire jusqu'à 30% la fatigue des patients. Et vous allez tous me dire que quand on est très fatigué, c'est compliqué de faire de l'activité physique. Donc c'est pour ça qu'on le conseille de le faire le plus tôt possible et de ne pas hésiter à fractionner, de faire un petit peu le matin ou même plusieurs fois dans la matinée, ensuite l'après-midi. Donc vraiment essayer de bouger le plus possible pour essayer de moins ressentir le poids de la fatigue dans le quotidien. Ensuite, tout ce qui va être lié aussi aux douleurs. Grâce à l'activité physique, on arrive à réduire les douleurs des patients, surtout après les chirurgies. Donc, d'arriver aussi à mobiliser par différents types d'exercices, donc en amont de la chirurgie, le haut du corps, et également après. Donc, c'est souvent un travail qui est aussi combiné avec les kinésithérapeutes. On arrive aussi à réduire donc, tout ce qui est dyspnée, donc c'est l'essoufflement qu'on peut retrouver grâce à l'activité physique. Et ensuite, aussi, on peut réduire le risque de toxicité des traitements par la chimiothérapie. Vous allez probablement me demander pourquoi et comment ça fonctionne. Eh bien, en fait, on a des études scientifiques qui ont montré que plus les patients ont de la masse musculaire, plus finalement, ils vont être capables de mieux métaboliser les traitements de chimiothérapie et donc faire moins de complications. Donc là encore, c'est un facteur qui est important, qui permet de montrer que de faire de l'activité physique, on arrive à être moins essoufflé, on arrive à être plus autonome et aussi avoir plus de muscles qui permettent aussi de réduire les toxicités des traitements et donc les complications. Et puis ensuite, ben, quand on regarde plus sur la capacité physique, c'est assez logique, mais plus on va bouger régulièrement, plus on peut augmenter sa distance de marche. Donc peut-être qu'au début, on n'est pas forcément capable de marcher très longtemps ou sur une longue distance. C'est au fur et à mesure, quand c'est fait de façon progressive et régulière, on améliore ses capacités. On a également une meilleure force musculaire si on fait des exercices plutôt de renforcement musculaire, une meilleure capacité cardio-respiratoire et également un meilleur équilibre. Donc ça, c'est des études qui ont été vraiment dans ce sens-là et qui permettent encore une fois de montrer que grâce à l'activité physique, on a un maintien de l'autonomie, malgré aussi les traitements qui peuvent être aussi impactants sur la vie quotidienne et sur toutes ces dimensions-là. Et puis, notre effet secondaire aussi, finalement, qu'on retrouve beaucoup chez les patients, cette dégradation de la qualité de vie. Et grâce à l'activité physique, on peut jouer sur les différentes dimensions que je vous ai mis ici. Donc, on a démontré que l'activité physique permettrait d'augmenter sa qualité de vie globale. Et principalement, c'est parce que ça va jouer sur la fonction physique, qui est une sous-dimension de la qualité de vie. Souvent, on a des activités aussi qui sont collectives. Donc finalement, on augmente cette dimension de la qualité de vie, le fait de discuter avec d'autres personnes, d'être aussi en groupe, d'avoir ce support social qui est très important. Et puis ensuite, ben, finalement, le fait d'avoir un support social, d'être accompagné, va aussi pouvoir jouer sur tout ce qui est fonction émotionnelle, puisqu'on va avoir aussi un groupe à qui aussi parler parfois de ses difficultés ou ses points positifs. Donc tout ça va jouer et contribuer à augmenter la qualité de vie grâce au programme d'activité physique. Et souvent, bah, on peut me poser la question, quelle est l'activité physique qui serait idéale de faire?
eh bien là, peut-être vous décevoir, mais finalement, il n'y en a pas d'activité physique qui est idéale. Ce qui compte le plus, c'est finalement d'être régulier dans sa pratique, d'être également progressif, mais surtout de prendre du plaisir. Donc on peut très bien aller courir, on pourrait très bien aller marcher, faire du yoga, du pilates, d'aller faire de la randonnée, de faire également du vélo. Et ça, Denis pourra revenir dessus sur les bienfaits du vélo. Tout ça pour dire que voilà, on a des recommandations qui existent et je ne vais pas forcément beaucoup insister dessus, parce qu'à mon sens, le plus important, c'est d'en faire régulièrement de l'activité physique et pas qu'une fois par semaine, ni de juste faire les 30 minutes comme c'est recommandé, si on n'est pas capable de le faire régulièrement et le mouvement est le plus important. Et d'ailleurs, on parle beaucoup des recommandations finalement en activité physique qui sont les fameuses 30 minutes d'activité physique à intensité modérée. Mais est-ce que vous savez bien à quoi ça correspond? Est-ce que ce ne serait pas possible d'adapter toutes les formes de pratique? Et finalement, quels sont les indicateurs que nous, on peut donner aux patients pour les aider à essayer de trouver la bonne intensité? Eh bien, nous, en pratique, quand on est avec les patients, on utilise ce fameux test de la parole, de la conversation. J'ai essayé de vous mettre ici les grandes thématiques, en tout cas les grandes intensités. Et on utilise ce test-là parce qu'on demande aux patients si vous êtes capable de parler en faisant une activité physique et de raconter votre soirée ou votre journée de la veille dans les moindres détails, là, vous êtes plutôt à intensité qui va être légère. Ensuite, si par exemple vous allez un petit peu plus dans l'intensité et que vous êtes capable de raconter votre journée de la veille mais sans rentrer dans le détail, là vous êtes plutôt à intensité modérée. Donc sur une échelle de 1 à 10, on serait plutôt à 5, mais c'est plus facile d'utiliser le test de la parole. Et ensuite, quand on n'arrive plus à parler autre que dire oui, non, ok, en général, on est plutôt à intensité qui va être vigoureuse. Et donc nous, on utilise beaucoup ces tests-là pour pouvoir donner des indications, parce que finalement, d'être très essoufflé, d'être peut-être rouge, quand on fait une pratique sportive, ce n'est pas du tout une indication qui va être liée à l'intensité de l'effort, mais plutôt utiliser ce test de la parole pour que ce soit aussi plus facile pour pouvoir adapter toutes les pratiques. Et donc, on pourrait très bien faire du ménage en étant en intensité vigoureuse. On pourrait très bien marcher ou courir. Et ça, c'est très individuel en fonction de chaque participant et chaque personne de pouvoir adapter les formes de pratique et on n'a pas une activité qui sera commune à tout le monde et tout peut s'adapter, aussi bien de la marche qui peut être faite à faible intensité ou bien on pourrait même faire de la marche plutôt athlétique à intensité qui va être vigoureuse. Et ensuite, quand on parle finalement d'activité physique, on peut à juste titre se demander s'il y a des contre-indications, même si on est en situation métastatique. Et donc là, il y a plusieurs études qui ont permis de mettre un référentiel finalement sur à quoi faire très attention. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on n'a pas d'effets secondaires qui vont être spécifiques à l'activité physique, mais il y a quand même des choses et des précautions à prendre. Donc si on a une fatigue extrême, des nutritions très sévères qui n'est pas prise en charge par des équipes notamment de diététiciens ou bien d'autres équipes de soins de support, tout ce qui va être anémie symptomatique, s'il y a des infections sévères, si vraiment juste après une chirurgie, il faut faire très attention au type d'activité physique qui va être fait. En revanche, on peut très bien marcher dans la plupart des cas. Et tout ce qui va être lésions qui vont être plutôt osseuses et lithiques, donc avec un risque de fracture important. Ça aussi, il faut vraiment faire très attention à éviter toutes les activités à impact ou avec un risque de chute. On va éviter de faire du VTT de descente dans des cas comme celui-ci. Mais en tout cas, vous pouvez continuer à marcher et faire différents types d'activités physiques sans aucun souci. On peut tout adapter, voire même plutôt personnaliser. C'est un terme que je préfère même à adapter. Et donc, ensuite, concrètement, quand on est avec des patients, souvent, on essaie de leur donner une petite frise ici que je vous ai présentée pour essayer de les aider à pratiquer plus d'activités physiques. Et par quoi on peut commencer? Et ça, vous pouvez le faire même individuellement. La première chose, c'est d'identifier quelles sont vos préférences vis-à-vis de l'activité physique. Qu'est-ce qui peut vous freiner à en faire ou qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous aider à en faire plus? Et donc, en général, on discute beaucoup. On peut même le faire individuellement pour essayer, en face de chacune des barrières, de trouver des solutions. Par exemple, si vous n'aimez pas faire de l'activité physique à l'extérieur, vous pourriez vous dire, on va faire plutôt à l'intérieur. Si vous aimez le faire avec un groupe, finalement, à quelle association peut être sportive ou bien est-ce que vous avez des amis avec qui vous pouvez faire de l'activité physique? Donc, à chaque fois, on essaie de trouver des solutions à chacune de ces barrières. Ensuite, comme je l'ai évoqué, c'est très important de trouver une activité physique qui apporte du plaisir si on veut le maintenir sur le long terme. Donc, si vous détestez aller à la piscine, essayez peut-être de trouver une autre activité physique qui vous plaise pour être un peu plus sûr de maintenir sur le long terme une activité physique.
souvent de planifier, organiser. Ça, c'est important parce que souvent l'activité physique passe au second plan, alors qu'il faudrait essayer de mettre dans son planning, voilà, là, c'est le moment où je vais aller marcher, aller faire peut-être du vélo, aller dans un autre club peut-être sportif, pratiquer une activité physique. Et ensuite, on organise le reste en fonction de ces moments privilégiés qu'on essaie de vraiment de protéger. Et enfin, bah, vraiment d'arriver à être progressif dans sa pratique, de ne pas y aller comme nos résolutions du 1er janvier, de se dire qu'on va aller tous les jours à la salle de sport, parce que malheureusement, ça ne dure pas très longtemps. Donc, d'y aller progressivement, de bien se rappeler que chaque petit pas va compter, que de faire un petit peu régulièrement, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout, d'en faire qu'une seule fois par semaine. Et puis, on réévalue ses objectifs, on réévalue ses préférences, parce qu'on va aussi prendre du plaisir, on va aussi améliorer ses performances. Et donc, il faut essayer de se souvenir de là où on vient et de tous les progrès qui ont été faits au fur et à mesure aussi de sa pratique pour les réévaluer et puis ensuite pouvoir continuer régulièrement. Donc, voilà pour ma présentation sur les bienfaits de l'activité physique. Je pense que voilà, on aura un moment de questions aussi réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à les noter, puis on essaierait d'y répondre au fur et à mesure à la fin. Merci beaucoup à vous. Ah ben, tout à fait, Lydia. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et instructive qui a posé le décor de l'activité physique adaptée dans sa globalité par rapport à la pathologie. Et maintenant, c'est Joey Martin que je vais laisser se présenter pour être sûr de ne pas faire d'erreur et qui va nous parler plus de l'activité physique dans le cadre des cancers ORL. Et comme le disait Lydia, vous pouvez tout à fait poser vos questions dans le chat, hein. Il est ouvert et on fera une petite session de questions-réponses à la fin du webinaire parce que je suppose que et même si le propos est très clair, il y a des choses qui peuvent vous intéresser, notamment par rapport à votre vécu. Donc, même si, comme dans tous nos webinaires, on ne fera pas une consultation individuelle, le vécu de chacun peut enrichir les autres. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Joey, je te laisse la main. Merci Sabrina. Merci aussi de nous avoir invités pour parler de l'activité physique adaptée, l'APA. C'est un sujet qui est, comme tu l'as dit, n'est pas suffisamment abordé, que ce soit par les professionnels du soin ou par les associations qui sont en parallèle des soins, ni par les patients. Donc ça va nous permettre un petit peu de faire passer quelques messages. Et puis merci à Lydia de nous avoir convaincus des bienfaits de l'activité physique. Et c'est vrai que ton message qui dit qu'il n'y a pas d'activité physique idéale, il faut que si elle est faite en sécurité et qu'elle est personnalisée, tant qu'elle est régulière et qu'elle procure du plaisir aux patients, le contrat est rempli. Et c'est vrai j'avais rencontré Lydia il y a combien de temps? Lydia, il y a 4 ans, 5 ans, je sais plus. Quand tu étais à l'Institut Curie, et puis on avait discuté de l'APA, et puis on s'était questionné sur comment connaître les freins, connaître les besoins chez les patients atteints d'un cancer de la tête et du cou, comment améliorer l'observance, l'adhésion au programme d'APA, qui est la clé pour qu'il soit efficace. Et puis on s'était inspiré de ce que tu avais fait dans tout ce qui est en cancer du sein et des études que tu avais fait. Et on avait monté cette étude qui s'appelle toujours l'étude Orlapa. Et puis je me suis dit que c'était une bonne idée de vous la présenter. Donc cette étude Orlapa, c'est une étude qu'on a fait en 2023. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a adressé un mail à 400 patients qui étaient en cours de traitement ou qui avaient été traités à l'Institut Curie pour un cancer de la tête et du cou. Et on leur avait adressé via ce mail un questionnaire de 24 questions et qu'on avait sélectionné, bien sûr, qui avait déjà été validé dans différents questionnaires et qui interrogeait le patient sur des choses simples comme ces données sociodémographiques, c'est-à-dire son âge, son sexe, mais également sur la volonté qu'avait le patient de faire ces programmes d'activité physique adaptée, ces programmes d'APA, sur les préférences qu'il avait, c'est-à-dire quand faire de l'APA, comment faire l'APA, avec qui,
combien de temps, etc. Et puis on avait fait quelques études ancillaires, quelques questions ancillaires annexes qui nous permettaient un peu de sonder sur les envies des patients d'avoir à disposition des programmes d'éducation thérapeutique, notamment sur la diététique et sur la volonté de faire ces programmes d'APA via des moyens connectés. Je m'étais dit que c'était intéressant de survoler quelques résultats pour vous donner non seulement envie de lire en entier l'étude qui est disponible, qui est en open access, donc accessible gratuitement pour tous. Ce que je voulais vous dire, c'était le premier point, c'est ce qui nous avait étonné, c'était l'intérêt des patients, dans leur grande majorité, qui était exprimé à réaliser ces programmes d'APA, puisqu'on avait quasiment 73% d'entre eux qui montraient un intérêt à les faire, ce qui était beaucoup plus que la littérature qu'on avait faite, notamment des études britanniques, qui montraient que les patients qui étaient atteints d'un cancer de la tête et du cou voulaient à 30 à 40% d'entre eux faire de l'activité physique adaptée. Donc sur notre série, on était plus élevé. La deuxième chose qui était un peu frappante, c'était le sentiment des patients qui se sentaient capables, pour 70% d'entre eux, se sentir capables de faire de l'activité physique adaptée. Donc la grande majorité des patients avaient envie, avaient un intérêt, mais se sentaient capables. Donc on avait déjà ces deux prérequis pour une grande partie des patients qui étaient là. Et puis on avait également, avec ce questionnaire, on avait dégagé quelques caractéristiques des programmes d'APA qui étaient plébiscités par les patients. Parce que comme tu l'as dit, Lydia, il faut que donner envie au patient, que le patient ait plaisir à faire ces programmes d'APA. Et ça passe par le fait de s'adapter à ses besoins. Et ce qui avait été mis en évidence, c'est que la majorité des patients plébiscitaient la marche. C'était vraiment l'activité physique adaptée qui était souhaitée par les patients. Et on pouvait modeler même une séance type, qui était une séance de 30 à 60 minutes, pas plus. Donc 1 heure au maximum, 2 fois la semaine, plutôt le matin. Et que ce programme devait s'étaler sur à peu près 1 an. Et puis on est allé un petit peu plus loin, un petit peu profond dans l'étude et on avait regardé, selon le genre, du patient, enfin en tout cas le genre exprimé du patient, si on avait des différences. Et en effet, on en avait. Chez les femmes, on avait plutôt une tendance à vouloir des séances d'activité physique qui étaient supervisées par un enseignant, d'APA. Des séances qui étaient plutôt en groupe et puis une préférence pour le yoga et la danse, et les femmes, contrairement aux hommes, étaient plutôt favorables à avoir à disposition des séances d'éducation thérapeutique, notamment sans la nutrition. Concernant les hommes, ce qui était plutôt des volontés masculines, c'était de faire l'activité physique adaptée en autonomie, donc sans supervision, plutôt au domicile ou en extérieur, plutôt que dans des lieux dédiés chez les femmes, de manière seule, donc en autonomie, et plutôt porté sur le vélo. Donc ça, c'était pour vous résumer à peu près les différents résultats qu'on avait eus. Et ce qu'on s'était dit, c'est que cela, ça suggérait en fait que les patients, en tout cas nos patients à l'Institut Curie, ils recherchaient plus qu'une simple rééducation à l'effort, mais ils attendaient vraiment un accompagnement pour certains encadré, avec une responsabilisation et également des interactions sociales. Donc il n'y avait pas que vraiment l'activité physique, mais vraiment un intérêt à une réinsertion dans des groupes sociaux et un soutien par des tiers. À titre, voilà, ça c'était pour vous en parler. On avait quand même dans l'étude 24% des patients qui jugeaient la vidéoconférence attrayante et à peine 30% qui approuvaient un suivi via un dispositif médical, un dispositif connecté. Et ça diffère un peu des différentes études qui montraient que c'était vraiment très intéressant pour les patients d'être suivis par des dispositifs connectés. Nous, on n'avait pas retrouvé ça. Pour finir avec les résultats, je voulais vous partager ce dernier point concernant notamment les freins. Les freins de pratiquer l'activité physique adaptée. On a montré étonnamment que chez nos patients atteints d'un cancer
de la tête et du cou. On avait 60% d'entre eux qui n'éprouvaient pas de besoin, pardon, pas d'obstacle, pas de barrière, qui étaient disponibles sans frein à réaliser cette activité physique adaptée. Quant aux 40% restants, les difficultés, les freins, les barrières qui étaient exprimées, c'était essentiellement la fatigue. Tu l'as dit, Lydia, la fatigue, c'est un des symptômes les plus fréquents. Je crois que c'est 80-90% des patients qui vont, au cours de leur prise en charge, exprimer une fatigue, ce qu'on appelle les fatigues, enfin l'asthénie liée au cancer. Et tu l'as dit, le seul moyen de traiter efficacement cette fatigue, c'est l'activité physique adaptée. Et de manière contre-intuitive, c'est cette activité physique qui va permettre de lutter efficacement. Le deuxième point, c'était le manque de motivation qui est couramment exprimé. Et puis venaient ensuite les séquelles des traitements, notamment les difficultés respiratoires, le manque de salive. Le manque de salive, la xérostomie, c'est quelque chose c'est un effet secondaire que vous connaissez, j'imagine, pour ceux qui ont eu la radiothérapie ORL. C'est très invalidant, très handicapant, et ça reste un frein à cette activité physique. Et c'est important de le nommer et de le traiter pour favoriser ces programmes d'APA. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que on a besoin, on voit bien ici que nous les praticiens, on a un rôle à jouer sur ces points. C'est un rôle d'information des patients sur les bénéfices de l'APA dès le diagnostic, pendant les traitements et pendant le suivi. C'est à nous de lever un peu les réticences, de montrer que ces programmes d'activité physique, ils doivent être adaptés, ils doivent être sûrs, et donc ils doivent être adaptés à tous et à tout moment de la prise en charge, que ce soit, comme je vous ai dit, au diagnostic, pendant le traitement et pendant le suivi, et qu'on a besoin, que c'est nécessaire d'intégrer ces stratégies de renforcement de motivation au sein de l'ensemble des programmes de soins. Et je crois qu'on a un rôle, nous, de sensibiliser nos confrères, nos collègues sur la nécessité de proposer systématiquement aux patients de rencontrer des professionnels, des enseignants de l'APA, et puis de lever un petit peu les a priori et les doutes sur l'intérêt de nos patients sur ces programmes d'APA. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, qui permettra de finir mon propos, et d'illustrer les différentes formes d'accès à ces programmes d'APA que l'on peut proposer tout au long du parcours de soins des patients. Et pour illustrer cela, je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer quelques exemples de modalités d'accès à l'APA que l'on a chez nous à l'Institut Curie à Paris et à Saint-Cloud, mais que vous pouvez retrouver sous différentes formes dans tous les centres qui prennent en charge les patients atteints d'un cancer de la tête et du cou. Et donc à Curie, je prends l'exemple de mon institut, à Curie, on a deux référents APA qui sont Ornella Todisco, je crois que tu connais, Lydia, qui est une enseignante APA, et puis on a mon confrère Timothée Marchal qui est médecin. Et ces deux praticiens appartiennent au service de soins de support, le DISPO, de l'Institut Curie, qui encadre et qui coordonne et qui propose ces soins d'APA. Alors les 4 façons de l'Institut Curie d'accéder à l'activité physique adaptée. On a dans un premier temps l'HDJ APANUT. Donc c'est un HDJ, comme son nom l'indique, qui se fait sur la journée et qui permet aux patients d'accéder, de rencontrer un enseignant d'APA, un médecin et une diététicienne. L'enseignant d'APA, dans une courte séance, enfin courte non, ça je crois que ça dure plus d'1 heure, va faire plusieurs évaluations. Elle va évaluer la condition physique avec des mesures de la force via le hand grip test. C'est comme une poignée qu'on actionne et qui mesure un peu la force musculaire du poignet, qui est censée représenter la force musculaire globale. Elle va évaluer l'équilibre statique sur un pied, une mobilité plutôt fonctionnelle, mais avec des tests comme le time out up and go, le time out up and go, plutôt un équilibre, et également l'équilibre dynamique, mais également les capacités aérobiques comme le test de marche de 6 minutes. La diététicienne, comme son rôle l'octroi, elle va évaluer les besoins, en tout cas elle va faire un bilan de la nutrition du patient
et puis voir ses besoins. Et puis le médecin de la GJ va prendre en charge les freins comme la douleur, mais également faire une synthèse et une prise en charge globale. Tout ça va permettre de réaliser un bilan de conditions physiques. Et puis ça, très tôt dans la prise en charge, en tout cas au plus tôt et également tout au long du suivi. Et le but, une fois que le bilan est réalisé, c'est d'orienter vers nos partenaires d'APA. Donc à Curie, on travaille soit via des associations, qui sont des intervenants extérieurs, qui vont permettre de proposer du yoga, du paddle, du tai chi pour les patients. Mais on va également pouvoir réaliser cet APA directement au domicile, en autonomie, chez les patients, par exemple, qui vont en pratiquer déjà avant leur prise en charge. Et également, on a un grand réseau de maisons sport santé en ville. Et c'est très intéressant car il y en a plus de 140 en France et notamment 40 en Île-de-France. Alors, c'est des structures à but lucratif, mais il y a une prise en charge qui permet de rendre cette grande variété de programmes au plus grand nombre. On peut également proposer l'APA directement en hospitalisation quand le patient est hospitalisé, que ce soit pour son traitement chirurgical, ses chimiothérapies, sa radiothérapie ou même en soins de support. On va pouvoir, dès son hospitalisation, lui proposer en collaboration avec nos kinés qui sont avec nous, une remise en condition et tout ça qui a pour but un peu de proposer un bilan pour favoriser le retour au domicile et la poursuite des programmes d'APA au domicile via des conseils et de l'éducation. On a même pour les patients les plus fragiles, donc ce sont les patients qui sont très âgés, les patients qui sont métastatiques, vraiment en situation chronique et de fragilité. Ornella leur propose des programmes d'APA dédiés qui sont faits à l'Institut sous forme de cours collectifs où ils sont 5, plusieurs fois par semaine, jusqu'à 24 séances et au minimum sur 3 mois pour vraiment avoir, comme tu l'as dit Lydia, une prise en charge en sécurité et personnalisée, même dans les cas les plus compliqués et les plus fragiles. C'est pour ça qu'on dit que vraiment que l'APA, ça s'adresse à tous. Et enfin, on a bien sûr à la demande des patients, et c'est la majorité la majorité des demandes, c'est le patient, via une adresse mail, peut faire une demande à notre assistante médicale d'activité physique adaptée avec une ordonnance que nous, les ORL, ou les médecins oncologues, ou les médecins de centre de support lui font. Et notre assistante médicale le recontacte pour organiser sur une journée il y a un bilan d'évaluation de ses besoins et lui proposer des programmes, comme je vous ai dit, soit via les associations partenaires, soit au domicile, soit sur les maisons de santé. Donc c'est les 4 façons d'accéder à l'APA et excusez-moi. Et voilà ce que je voulais vous dire. Et pour conclure, je voudrais vous dire ces messages. C'est qu'en résumé, l'idée que je voulais vous faire passer, c'est que les patients en cours de traitement ou qui ont été traités, ils sont motivés à participer à ces programmes d'APA, ils s'en sentent capables. Il faut que nous, les praticiens et les associations, on verbalise que la fatigue, ça peut être un frein, que la xérostomie, ça peut être un frein, mais que contre-intuitivement, l'APA, ça soigne, en tout cas, ça soulage la fatigue et on peut lever tous les freins avec une bonne prise en charge à l'APA, que les patients ils sont désireux d'avoir plus qu'une simple rééducation, mais ils souhaitent vraiment un accompagnement encadré, ils souhaitent des interactions sociales, et que les programmes ils doivent privilégier le plaisir, comme tu l'as dit, Lydia, pour favoriser la régularité et au long cours, et qu'on doit s'adapter aux patients et qu'on doit favoriser son adhésion pour favoriser l'efficacité à ces programmes, et que le but final, c'est tout de même d'améliorer la qualité de vie de nos patients. Voilà. Je vous remercie. Merci Joey. Ben, écoute, c'est très très chouette. On a une belle vision de ce qui est possible de faire. On va pouvoir maintenant écouter Denis Godefroy. Denis, il est bénévole de l'association Corazon comme moi.
mais il a aussi développé une autre association de son côté dont il va vous parler et c'est un exemple concret de ce qu'on dit Lydia et Joey. Et puis alors là, ça marche très bien parce que pour les garçons, il y a du vélo et pour les filles, c'est en groupe. Je laisse Denis développer. Merci beaucoup, Sabrina. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Denis Godefroy. Je suis euh, membre de Corasso. J'ai été atteint d'un cancer ORL HPV induit en 2021. Et donc, en fait, là, vous avez mes coordonnées. J'étais suivi à Gustave Roussy et quand je suis sorti des traitements lourds, le docteur Temam m'a dit le meilleur moyen pour éviter toute récidive, c'est de pratiquer un certain nombre d'activités physiques adaptées, la marche, la natation et euh, le vélo, dans mon cas. Et donc, basculant à la retraite, l'année dernière, j'ai décidé de donner du sens. Et donc, j'ai créé avec mon coach, justement, Gustave Roussy, j'ai fait partie d'une promotion sport et cancer d'activité physique adaptée qui mélangeait de la natation et de la gymnastique adaptée, plus de la méditation pleine conscience. Et donc tout ça dans le cadre d'un programme qui s'appelait Monitor Ovation. Voilà. Et donc avec Tony, et aussi avec un ami qui est organisateur passionné de vélo, Patrice, et qui était patron de Point P en fait, qui se défoulait à vélo le week-end, eh ben, on a monté ça et on a appelé cette association Odyssée. Donc c'est une association loi 1901 qui est affiliée aujourd'hui à la Fédération nationale handisport. Bon. Notre raison d'être, c'est de créer des stages en fait collectifs. L'APA, Lydia l'a dit, le collectif, ça permet l'insertion, la sociabilité. La sociabilisation est très importante via l'activité physique adaptée. Et donc, on crée des collectifs immersifs, c'est-à-dire on est intégré dans un groupe qui est entre 8, 9 patients à 16 participants. Et c'est 4 à 5 heures par jour. Et tout ça, c'est immergé en pleine nature. Et on le fait avec des montres connectées. Et l'idée, c'est de remonter vers une plateforme d'e-santé, hein. Donc, on le fait aujourd'hui avec des montres connectées qui sont WeThings, qui permettent de remonter des données physiologiques euh, et de faire, par exemple, l'électrocardiogramme et autres. Donc, on a monté ça et on a monté un prototype avec un Tour de Bretagne en septembre 2025 pour 32 patients et qui a été une vraie réussite. Vous avez un résumé qui existe sur le YouTube. Au Colisée, nous l'avons fait avec un petit film qui présente en 2030 ce qu'on a fait. On a réalisé en 14 étapes, en fait, on a fait 160 km de vélo, 20 km de marche par semaine, 160 km de vélo par semaine, 20 km de marche et 10 km de longe-côte. Et tout ça de manière sécurisée, puisqu'on avait donc des éducateurs sport et cancer diplômés, mais aussi des infirmiers, donc des petits groupes de 16 patients divisés en deux avec un, un moniteur vélo, éducateur à pas, et puis à l'arrière, un infirmier par groupe. Et donc, on a fait ça sur 2 semaines. On a eu une belle visibilité avec 112 000 vues dans les réseaux sociaux, 450 abonnés. Et tout ça, ça a été monté avec des parasportifs. Donc, on a Johan Ofredo, qui est le commentateur du Tour de France, qui nous a accompagnés une journée et qui a permis de faire aussi une table ronde à l'Institut des mines et télécoms de Brest, dans lequel on a eu beaucoup de succès avec le corps médical et les étudiants, pour développer justement comment les patients atteints du cancer eh ben, peuvent, via des technologies connectées, aller vers le chemin de la résilience dans des programmes d'APA. Donc, cette année, on aura aussi une marraine sportive qui est Marie Patouillet, qui est la championne médaille d'or paralympique. Et puis, on a un conseil médical. L'année dernière, le docteur Tao, Yumlan Tao, qui est président élu du GORTEC, donc au comité
ORL était notre parrain. Et cette année, ça sera justement Joël Martin de l'Institut Curie. Voilà, et on a récolté des dons pour la recherche contre le cancer, ce qu'on fera aussi, et c'était remis à Gustave aussi en janvier dernier. C'est la petite photo que vous voyez à droite, l'événement soutien à la recherche qui a été remis au cirque Corasso. Voilà. On a eu lors de ce tour un certain nombre de visibilités à la mairie du Conquet, par exemple, qui a permis quand il y a eu Octobre Rose, ils ont collecté des fonds avec des marches pour notre association, mais aussi à Brive-les-Bains, puis quand ils ont fait la journée de la Tarentaise, hein, cette région de Savoie, eh bien, avec le député, vous avez la photo en bas à gauche, et puis la sénatrice, ils nous ont remis aussi des dons avec le maire de Brive-les-Bains, et qui nous a permis de développer en fait des stages. Donc on a, au travers de ces mesures, on a fait des mesures à la fois physiologiques avec ces montres connectées, mais des mesures aussi en termes de santé mentale par une psycho-oncologue qui s'appelle Sophie Lantôme. Et avec un certain nombre de ces mesures sont liées à des références autour des modèles référentiels autour de l'APA. Ce qui, au travers de nos patients, les 32 patients, ce dont on est le plus fier, c'est le témoignage des patients, hein. C'est Eric, hein, qui était atteint d'un double cancer du cerveau et qui me dit, vous m'avez donné une envie de revivre pleinement ma vie, quoi. C'est Sandra, justement d'un cancer ORL, où elle a pu retrouver son énergie, sa confiance et sa motivation. Sandra qui est de Corasso. Ou Nathalie sur un autre cancer qui dit, je pensais pouvoir pas pouvoir le faire, mais l'effet groupe m'a donné des ailes. Donc on a eu une satisfaction qui fait une forte recommandation, qui fait que ce prototype, on s'est dit, il faut qu'on le généralise. Et puis, on a vu aussi qu'il y a une autonomisation, grosso modo, de l'activité physique. C'est-à-dire que si on regarde ne serait-ce que le nombre de pas par jour, on voit que, bon, on a atteint les 166% lors du stage, c'est normal, mais il y a une progression de 20% de plus de pas à l'équivalent ou de plus de pas par jour dans les 3 mois qui suivent l'activité physique. Et on s'est aperçu qu'il y avait une certaine autonomisation, c'est-à-dire que pas mal de patients ont acheté ou ont loué maintenant des vélos électriques. Certains se retrouvent ensemble et font des activités communes. Il faut savoir qu'on s'adresse à tout type de patients, donc toute pathologie, pas cancer, pas uniquement cancer TTQ ou ORL, de toute région et de toute catégorie socio-professionnelle. Alors, fort de toutes ces mesures, on a conclu, et via le conseil médical dont je parlais tout à l'heure, qu'il fallait un accompagnement dans la durée. Et donc, on va proposer un accompagnement 3 mois après le stage. On va y avoir des calls avec l'éducateur dans l'activité physique adaptée qui a suivi le patient pendant le stage. Il y aura un call tous les 15 jours d'1 heure. Et puis, il y aura donc des exercices et des activités physiques adaptées en visio, puisque c'est de toute région. Alors, fort de tout ça, on a une ambition qui est qu'à fin 2028, on était à 32 patients sur ce Tour de Bretagne, d'atteindre les 300 patients, ce qui permet d'avoir une base de mesure pertinente pour le corps médical et pour aussi sensibiliser les élus sur la nécessité du remboursement de l'APA, qui n'est pas encore le cas, mais aussi le corps médical sur la prescription de l'APA, parce que c'est pas encore, même si ça commence à se généraliser, c'est pas encore le cas. Donc en 2026, on a un ancrage en Bretagne qui fait que chaque année, on fait un Tour de Bretagne, donc on recommence un Tour de Bretagne en 2026, mais aussi on va essaimer en région, et la première région en 2026, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, dans lequel on va mettre des stages à Brive-les-Bains. On ira plus tard. Et il y a des stages aussi qui existent dans le Vercors, avec Tony Lamoris, donc qui est notre coach
qui est leader autour de l'APA et qui coordonne les activités de l'APA avec d'autres éducateurs qui nous accompagnent. Et il est basé dans le Vercors. Et on attend. Alors, en termes de Bretagne, donc voilà le programme de la Bretagne Nord, donc il y a, et Bretagne Sud, une semaine Bretagne Nord, donc on part du Finistère et on va finir au Mont-Saint-Michel. Alors, il faut savoir qu'on est fort succès puisque aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes et pour le moment, c'est complet, mais vous serez en liste d'attente parce comme il y a eu des désistements l'année dernière, donc on avait pris 6 personnes de plus l'année dernière liées à des désistements. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous inscrire. Et puis, donc une semaine Bretagne Nord pour 16 patients et une semaine Bretagne Sud pour 16 patients. On part de Crozon, on arrive à Lorient et on aura une escale aussi à Concarneau, par exemple, en lien avec la SNSM autour d'un bateau du sauvetage en mer. De la même manière, en Bretagne Nord, on aura une escale à Saint-Malo, où on est en train de monter peut-être un rassemblement, une conférence et tout. Par semaine, il y a 16 places patients et on a défini une contribution par patient qui est de 595 €, mais c'est adaptable suivant le coefficient familial, puisqu'on veut toute catégorie socio-professionnelle, donc il y a des bourses possibles. Ça, c'est le stage Bretagne, et on ouvre donc le stage en Savoie, à Bride-les-Bains. 2 stages possibles, c'est des stages de 4 jours, là, pas d'une semaine, qui mélangent aussi du réchauffement et du stretching, qui mélangent du vélo électrique, donc soit dans la vallée, soit la montée d'un col, mais pas plus de 20%, et c'est du vélo électrique, hein, c'est des vélos qui permettent de monter parce qu'il y a différents paliers de vitesse qui sont vraiment au top. Et puis, une conférence ou des rencontres avec des acteurs de santé de Bride, mais aussi un accès aux thermes de Salins qui font partie de la commune de Bride-les-Bains. Donc là, 2 stages possibles pour 9 patients avec 3 encadrants, donc encadrants à part. On voit Tony à gauche là, quand on a fait le col de la Lose l'année dernière à Bride-les-Bains. C'est la personne à gauche sur la photo. C'est lui qui va encadrer tous ces stages en Auvergne-Rhône-Alpes et qui encadrera donc ces deux séances du 17 au 21 juin ou du 22 au 26 juin. Tout ça, c'est arrivée et départ. Je vous ai mis à la gare de Moutier le lundi et départ le vendredi, donc 3 jours sur place. Ce sont à chaque fois que ce soit la Bretagne ou la Savoie, ce sont des chambres individuelles, puisque chaque patient a ses propres traitements et il y a une certaine intimité nécessaire et importante. On fait attention, on sécurise, mais on fait aussi attention au confort des patients. On fournit le vélo électrique, on fournit la montre connectée, qui est une montre Withings, et on fait un accompagnement aussi gratuit pendant 3 mois, ce que je disais, des post-stages, avec un entretien toutes les 2 semaines et une séance en visio. Pour ces stages à Bride-les-Bains, pour les patients, c'est 340 €. Il y a un flyer que je vais essayer de mettre en place à Gustave Roussier, que je vous enverrai, voilà, qui va être disponible. Voilà, je vous remercie et disponible pour des questions. Eh ben, merci à toi, Denis, ça fait envie. Alors, je précise juste une chose, enfin, tu me confirmes, Denis, hein, mais l'association Oncolycée, on parle bien d'une association, donc d'une activité à but non lucratif. Oui, Et, absolument. et on parle d'une contribution, mais ça ne reflète pas le coût réel Le de coût réel, le l'enseignement. coût réel, pour tout vous Non, non, dire, non, d'une non, semaine, hein. Ouais, c'est bien plus que ça, évidemment. Ouais. j'imagine, mais si tu Pour, veux le pour, pour, partager, tu peux, hein. Il y a aucun souci. pour faire les 15 jours en Bretagne, il a fallu lever 100 000 € en fait, de fonds Ouais, l'année c'est ça. dernière. Voilà. On est Ça bien revient à dépassé. 3 000 € par patient à peu près.
Voilà, donc c'est juste pour donner à voir que l'idée de cette présentation, c'est pas de faire de la publicité, mais de voir concrètement ce qu'il est possible de faire. Et Véronique nous a dit, par exemple, à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas d'activité malheureusement physique adaptée près de chez elle. Mais typiquement, ce genre de moment, ce genre de stage, c'est fédérateur parce qu'on fait ensemble. Et on a souvent coutume de dire ensemble, on va plus loin, mais tu l'as exprimé dans ta présentation, l'effet de groupe, il peut avoir un potentiel très fort sur l'engagement. Donc voilà, moi je l'ai vécu au travers d'une autre aventure et la fameuse courbe de marche qui augmente avec les pas. Alors, dans ton cas, c'est pas très révélateur parce qu'on rentre dans les mois d'hiver, mais moi C'est je vois ça. que sur la durée, depuis 2 ans, je marche beaucoup plus qu'avant, il n'y a pas photo, quoi. Absolument. Merci, Sabrina. Du coup, il y avait des questions Et alors? il y avait 6 patients de Corasso, d'ailleurs, l'année dernière, et j'espère bien qu'il y en aura aussi cette année. Enfin, Ah bah oui, j'espère aussi, parce que ça diffuse de... et j'ai quand même oublié aussi, l'année dernière, c'était le docteur Tao, et cette année, ça sera justement Joël Martin qui sera notre parrain. On est en train de C'est regarder pour collecter des fonds sur des recherches autour du métastatique qui correspond à tout type de cancer, donc au-delà, donc transversal, ce qui est idéal pour nous. Et c'est à la demande aussi d'une patiente, enfin des parents d'une patiente qui avait failli faire le tour l'année dernière. Voilà. Et il y a quelque chose aussi qui est important de préciser, je crois pas l'avoir entendu, Denis, c'est que tout le trajet est pensé de telle façon à ce qu'il y ait une proximité médicale immédiate, enfin quasi Voilà, immédiate, absolument, pour que si besoin, il y absolument. ait En une prise en Bretagne, charge rapide. Mm. absolument. En Bretagne, on est à 1 heure d'un hôpital. On a l'accord avec le docteur Mathieu Muller qui nous suit et qui fait partie du conseil médical. On a une ligne 24 heures sur 24 euh, pour dégrossir. Et s'il faut aller, on est à 1 heure d'un hôpital. Et on a aussi, bien sûr, la prévention, ce qui permet d'un retour TGV. Et on est à chaque fois à tout point en Bretagne à 1 heure d'un TGV. Et le parcours, bien sûr, fait très attention à plein de choses, de telle sorte qu'il y ait tous les quarts d'heure une pause pipi possible, par exemple. Voilà, dans un lieu et des toilettes publiques sécurisées. Alors, il y avait des questions. N'hésitez pas à continuer dans le chat à les poser. Et je vais poser celles que j'ai relevées. Donc, je vais revenir un petit peu en amont. On nous demandait comment on gère la sécheresse buccale avec une respiration qui est forcément plus intense. On en a parlé, Lydia. C'est d'ailleurs une des façons de mesurer l'intensité de l'effort. Euh, Comment, quand on est patient en ORL, on arrive à gérer cette sécheresse buccale? C'est un trouble assez fréquent. Joël en a parlé aussi. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Peut-être, Joyce, tu veux commencer sur peut-être le point de vue médical et je prends la suite sur la partie activité physique. Oui, c'est vrai que l'exorostomie, c'est un problème. C'est un des effets secondaires les plus fréquents et les plus invalidants de la radiothérapie. Au point de vue médical, on est assez limité, hein. On dit aux patients qu'il faut optimiser l'hydratation. Donc boire avant, après, pendant l'effort. On peut leur dire aussi de favoriser, et ça, Lydia, tu me confirmeras ou pas, de favoriser la respiration nasale pour éviter que le flux d'air passe plus sur les muqueuses cavités-orales, mais plus sur les muqueuses nasales. Il faut stimuler la salivation. Donc pour ça, on a des chewing-gums, des pastilles, des bonbons sans sucre. Et puis, on a tous les solutions, les topiques locaux, la salive artificielle que vous connaissez, parce qu'on a dû vous le prescrire. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Lydia.
Oui, bah, c'est un petit peu ce qu'on essaie de conseiller aux patients, du coup, de prendre toujours des bouteilles d'eau et de s'hydrater par petites fois, parce qu'après, il y a toujours l'effet secondaire de devoir courir aux toilettes pendant une séance. Après, pour tout ce qui est chewing-gum, on fait assez attention par rapport à l'activité physique, justement, parce que les personnes n'avalent pas non plus le chewing-gum, ce qui serait aussi voilà, Avec pour les dents compliqué. aussi, hein. Pardon? Je Non, crois qu'il y il avait y a peut-être dû une petite avoir un petit remarque. bruit comme ça. Ah. Donc, on Du fait coup, c'est attention au chewing-gum, effectivement. voilà, pendant la pratique d'activité physique. Après, voilà, en termes d'intensité, idéalement, c'est intensité modérée. Ça dépend aussi des environnements. Parfois, quand il fait très chaud, notamment l'été, quand on pratique à l'extérieur, ben, finalement, l'air est sec et ça n'aide pas non plus voilà, pour respirer tout ce qui est sécheresse buccale. Donc, on va essayer de voir les environnements qui sont aussi plus faciles pour les patients. On essaie des fois de fractionner, de faire en plusieurs fois aussi. Oui, effectivement, c'était pour la dentition aussi. On va essayer de fractionner en plusieurs fois l'activité physique, ce qui peut être aussi une aide, en tout cas pour démarrer, avant d'essayer de trouver les environnements qui sont le plus favorables. Et après, ben, c'est vrai qu'on va peut-être préconiser de faire un peu du renforcement musculaire au début. On a voilà, plein de solutions pour essayer de pratiquer un petit peu en dessous de l'intensité max. Et après, c'est beaucoup d'échanges entre l'enseignant en activité physique adaptée qui vous prend en charge et vous par rapport à votre ressenti. Eh ben, merci, c'est déjà beaucoup de pistes. On entend bien que l'échange avec les soignants et avec les praticiens est essentiel pour trouver des solutions. On nous a demandé aussi en Codyssée, ça paraît quand même ambitieux, 4 ou 5 heures de sport par jour. Donc déjà, est-ce que c'est pas trop? Et à partir de quand, du coup, par rapport au traitement, on peut se lancer dans cette belle aventure? Ah, Denis, ton micro est coupé. Pour se lancer effectivement dans cette belle aventure, c'est après le protocole des traitements lourds, quoi. Donc, une fois qu'on a fini, euh, entre par exemple, moi j'avais 3 chimiothérapies, 35 radiothérapies. Donc, une fois après ça, honnêtement, c'est tout à fait possible. Les 4 à 5 heures par jour, attention, il y a 1 heure d'échauffement le matin ou de stretching. Il y a ces 2, 3 heures de vélo et c'est du vélo électrique. Donc, c'est en cumulé sur la journée. Et il y a 1 heure de repos musculaire, etc., aussi en gymnastique, en séance le soir. Donc, c'est étalé, quoi. Euh, et On c'est monte soit de pas la marche, du on fait pas longe-côte ou du la vélo, quoi. descente, la montée du Mont Ventoux pendant 4 ou 5 heures. On est vraiment sur Voilà, quelque c'est pas chose ça. d'adapté avec des temps différents de sport dans la Et c'est journée. sécurisé, absolument. Et les montres permettent que justement l'éducateur en activité physique adaptée, il a des alertes si jamais il y a quelqu'un qui dépasse un seuil, hein. Donc on sécurise tout avec euh, des camionnettes et des fourgonnettes. Donc on est des camions vélos, hein. Euh, un peu comme le Tour de France, ils appellent ça, c'est pas très beau, mais les voitures balais. Mais il y a des patients qui sont fatigués tel jour, eh bien, ils sont avec les conducteurs des camions et ils font un tour un peu particulier, quoi. Voilà. Donc, par contre, du coup, Denis, après les traitements, ou peut-être Joey et Lydia, combien de temps on attend pour reprendre un peu son souffle pour ce type d'aventure? Est-ce qu'il faut un Honnêtement, temps ou pas d'ailleurs? et ce qu'il faut, c'est l'avis de l'oncologue ou d'un médecin. Il faut avoir un avis médical au départ, une ordonnance d'aptitude de l'activité physique adaptée. Donc, c'est le corps médical, c'est l'oncologue, le chirurgien ou votre référent médical ou votre docteur généraliste qui peut vous le fournir. Il n'y a pas forcément le temps. Vous savez qu'il y a, bon, certains sont en traitement à vie, hein, donc on en avait d'ailleurs. Il y en avait qui étaient entre 2 chimios, hein, qui sont venus et qui ont fait tout le tour. Moi, je me souviens d'un cancer de l'ovaire, hein, où elle était plus dans le protocole lourd, mais des chimios tous les mois, hein, et elle a été entre les deux. Et elle ne pensait pas, par exemple, faire du longe-côte. Et il l'a fait. On a trouvé ça génial. Et aujourd'hui, elle pratique ça.
Donc, il faut simplement l'aptitude voilà, que le médecin donne. Un certificat d'aptitude, activité physique adaptée. Oui, puis Sabrina, pour compléter, le propos, c'est que souvent, on propose comme une. Déjà, le message, c'est que l'APA, et Lydia, tu me confirmeras, ça se fait avant les traitements, pendant les traitements, après les traitements. Tant que c'est adapté et c'est sécurisé. Après, on va pas se mentir, il y a des périodes de Bien traitement. sûr, Enfin, quand on sort de bien sûr. chirurgie et qu'on voit pas le jour pendant Bien sûr. 2 jours en soins intensifs, enfin voilà, il y a Bien sûr. même la fin de la radiothérapie, il peut y avoir Mais des tu vois, en moments très durs. hospitalisation, nos enseignants d'APA, ils vont à la rencontre de gens qui sont quasiment alités, ils font une mobilisation très douce, très adaptée, en accord et en harmonie avec le besoin et la volonté du patient, hein. Ça peut être des choses très douces. Souvent, on dit 15 jours après les gros traitements, on reste sur des mobilisations assez simples. Et puis, au bout d'un mois, on peut reprendre, enfin 2 semaines, un mois, on peut reprendre la marche, l'activité physique un peu plus progressive jusqu'à post-opératoire, post-traitement, post-rayon, post-chimio, 2 mois après, où là, on peut commencer à faire des efforts plus soutenus si on en a envie, si on s'en sent capable. Ouais, c'est vrai on hésite un peu parfois, mais et comme l'a dit Lydia et chacun d'entre vous, mais il faut vraiment commencer tout doux et pas hésiter à tester un petit peu, sortir de sa zone de confort Oui. et puis Faut pas dégoûter le revenir. patient, tu vois? Il faut pas le Ah, c'est dégoûter, ça. il faut vraiment lui donner envie. Je pense que c'est ça Voilà. la clé. Et nous, effectivement, il y a l'éducateur sport et cancer, activité physique adaptée, quand il y a une demande d'inscription, bah, il prend en compte le contexte médical, il y a un certain nombre de choses qui sont regardées et vérifiées. Et quand on démarre le stage, on a une première journée un peu d'adaptation aussi, hein, y compris quand on fait le vélo. On s'est aperçu que, par exemple, l'année dernière, il y en avait un où c'était un peu compliqué. On l'a pas fait pour le vélo, pour lui. Euh, donc, ça dépend des personnes, quoi. Il y a des problèmes d'équilibre, ça dépend de la pathologie et de la personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut le Adapter, sécuriser. ouais, adapter et personnaliser même, comme disait Lydia. Ouais. Eh ben, merci à tous les trois. Je ne peux qu'encourager ceux qui nous écoutent et qui ont traversé des traitements lourds, comme on l'a fait avec Denis, à profiter de ces dynamiques de groupe, que ce soit sur Oncodyssée ou euh, toute autre activité adaptée, encadrée. Moi, je l'ai fait moi-même au travers de l'aventure Vagabond il y a à peu près 2 ans. Ça a été un moteur pour m'encourager à me remettre à la marche de façon plus régulière. Et en fait, c'est quelque chose qui est resté ancré parce que comme Lydia l'a dit, j'en ai fait une priorité dans mon agenda. Alors des fois, ça marche pas très bien, mais globalement, le fait de prioriser dans son agenda, genre en ce qui me concerne, moi, c'est de la marche, et de se trouver des opportunités quotidiennes de marcher suffisamment longtemps, au moins une demi-heure, idéalement 1 heure. Ça joue et même quand on est fatigué, souvent on rentre mieux. Merci à tous et Merci puis Sabrina. Merci. à très Merci à bientôt. tous. Merci Denis, merci Lydia. Merci, Merci Joël. à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, hein, que ce soit Denis, Oui, Lydia ou on moi, transmettra. via Sabrina, via l'association Corasso. Et merci pour ce que vous faites encore, vous Oui, bravo, Sabrina. et vos Ah bah, membres, Sabrina. c'est l'équipe des bénévoles. C'est toute l'équipe Corasso, y compris Denis. Donc, merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.